Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 5 janvier. Voici les titres. Entrée en vigueur différée au 1er juillet pour la taxe carbone après la censure du Conseil constitutionnel contre lequel s'est irrité aujourd'hui Nicolas Sarkozy. La nouvelle mouture sera présentée le 20 janvier, mais des semaines de consultation suivront. Roselyne Bachelot va-t-elle devoir livrer une nouvelle bataille juridico-financière pour négocier l'annulation de la moitié des commandes de vaccins contre la grippe A? Les laboratoires seront-ils conciliants? C'est l'enquête du 18h. Julien Dray règle ses comptes avec d'anciens camarades du PS. Il fait le tri sur une vidéo postée sur le net entre les dirigeants de valeur, dit-il, et les autres honteux, selon lui. Avant qu'il se livre lui-même à l'exercice des vœux, demain à Cholet, face aux forces économiques, à suivre sur Public Sénat, Nicolas Sarkozy a reçu ceux du gouvernement, réunis d'abord au Grand Complet, place Beauvau, comme le veut la tradition. Le gouvernement s'est rendu ensuite à l'Élysée pour souhaiter une bonne année et de l'énergie au chef de l'État, comme l'a précisé François Fillon. Le début d'année est dominé par des contrariétés entre taxe carbone et grippe A, mais la sortie du Conseil des ministres fut dans la note imposée par le chef de l'État du travail et de l'audace. On avance. On travaille. On avance, on avance. Beaucoup de bonheur. Ce qu'il nous a demandé, c'est à son image en fait, c'est de travailler du premier jour à la première minute jusqu'au dernier jour du mandat et idem pour nous. On ne l'a pas vu sur ces images, mais Frédéric Mitterrand est apparu le bras en écharpe à la suite de son dérapage sur une plaque de verglas. Un ministre, ça ne se déplace pas en mobilette, a lancé le chef de l'État à son ministre de la Culture qui a accepté d'abandonner son scooter. Autre éclopé du jour, Laurent Wauquiez, lui aussi le bras en écharpe, sans doute après une chute en ski. Sport qui n'a pas été condamné aujourd'hui, qui n'a pas reçu de veto présidentiel. Le premier chèque vert ne sera pas envoyé aux Français avant les élections régionales. La censure du Conseil constitutionnel de la première version de la taxe carbone rallonge les délais. Le travail de réécriture est engagé par Jean-Louis Borloo pour inclure les industries les plus polluantes. Roselyne Bachelot, de son côté, se débat dans la polémique sur la campagne de vaccination contre la grippe A. Les sénateurs communistes demandent à leur tour une commission d'enquête. D'un coup d'un seul, la ministre de la Santé promet donc une économie de plus de 350 millions d'euros avec l'annulation de la moitié des commandes de vaccins. Est-ce que ce sera aussi simple? L'enquête du 18h est signée Marie Brémaud. La ministre de la Santé avait vu les choses en grand, trop grand, qu'à cela ne tienne. Elle annonce donc une baisse importante des commandes de vaccins contre la grippe A. Nous avons pris la décision donc de résilier les commandes de 50 millions de vaccins. 50 millions de vaccins qui d'ailleurs n'avaient pas été fabriqués, ne sont pas livrés, bien entendu, et ne sont pas payés. Passer de 94 millions de doses de vaccins à 44 ne semble pas poser de problème à Roselyne Bachelot. Peut-être car cela arrangerait certains laboratoires en retard dans leur livraison, tel le français Sanofi Pasteur, qui à ce jour n'a livré que la moitié des vaccins prévus. Mais la résiliation unilatérale pure et simple annoncée par la ministre va sans doute donner lieu à des négociations serrées. Il faut vérifier qu'on rentre dans les conditions de la résiliation telles que prévues par le Code des marchés publics. Ensuite, il conviendra aux parties, c'est-à-dire les laboratoires et l'État français, de s'entendre sur le versement éventuel d'une indemnisation et sur son montant. L'annulation de cette commande devrait rapporter 350 millions d'euros à l'État, mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse si des indemnisations substantielles sont versées à certains laboratoires. En tous les cas, le laboratoire Novartis dit vouloir évaluer les demandes d'annulation au cas par cas. 25 millions de doses de vaccins sont encore disponibles, il faut le rappeler, et à partir d'aujourd'hui, les personnels de l'éducation nationale, les collégiens et les lycéens qui le veulent peuvent se faire vacciner. Le député de l'Essonne, Julien Dray, réintégré dans la campagne des régionales pour le Parti socialiste, règle ses comptes avec ses anciens camarades de parti dans une vidéo que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet. Thomas Raguet. Évidemment, là, il se disait, on va enfin s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Lui, ses copains, ses copines, ses assos, ses machins, bon, je vois bien tout ce qui a été raconté. C'est ce qui s'appelle tirer à vue. Interviewé sur le blog de Nasser Ferraj, son ancien compagnon de SOS Racisme, Julien Dray s'en prend ouvertement à ceux qui l'ont lâché pendant sa mésaventure judiciaire. Principale cible, Jean-Christophe Cambadélis,
et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, qui s'est comporté de manière honteuse à mon égard. Voilà. Un jour ou l'autre, on se retrouvera. Parce que qui crache en l'air finissent toujours par avoir le crachat qui lui retombe dessus. Bref, une ambiance de règlement de compte dont se serait bien passé Jean-Paul Huchon, le président sortant de la région Île-de-France. Quand on en a, comme on dit, plein le dos ou gros sur la patate, des fois on dit des choses qu'on n'aurait pas voulu dire. Julien a eu toujours un tempérament extrêmement bouillant, mais je peux vous dire que ce tempérament va nous être très très utile dans l'Essonne. Hasard du calendrier ou pas, Jean-Paul Huchon présentait aujourd'hui ses alliés pour la campagne. Parmi eux, l'ancien communiste Robert Hue dont Julien Drey fait l'éloge dans cette vidéo, se disant plus proche de lui que de la direction du PS. Je l'ai lu comme vous et entendu comme vous. Le mouvement unitaire progressiste est un mouvement très large, transversal, qui permet y compris une double appartenance. Mais j'en discuterai avec Julien dans la toute prochaine période. Aujourd'hui, ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il a envie d'exprimer. Au sein du PS, le règlement de compte de Julien Drey a instauré un certain malaise. Hors micro, ses plus proches soutiens souhaiteraient que l'affaire s'arrête là et que la tête de liste de l'Essonne ne provoque pas une nouvelle guerre interne à 3 mois des régionales. Une qualité de vie toujours, après le Parti Socialiste, la France. La France reste le pays à la meilleure qualité de vie au monde, selon le magazine américain International Living, qui s'adresse aux retraités expatriés. Une bureaucratie agaçante et des impôts élevés ne l'emportent pas sur l'imbattable qualité de vie, notamment le meilleur système de santé, avance ce magazine américain qui place l'Australie en seconde position, suivi de la Suisse et de l'Allemagne. La suite du 18h, oui ou non pour des quotas de boursiers dans les grandes écoles. Les grandes écoles font donc de la résistance puisqu'elles refusent l'idée de quotas de boursiers. Craignant une baisse du niveau des élèves, le gouvernement est pourtant bien décidé à imposer une présence accrue d'élèves boursiers, fixant même un objectif de 30% en classe préparatoire, comme l'a rappelé aujourd'hui Luc Châtel. C'est donc le débat du 18h avec nos 3 invités dans un instant, mais d'abord les enjeux de ce débat avec Flora Sauvage. À l'école des mines, moins de 10% des élèves sont boursiers. C'est pour remédier à ce problème que la ministre de l'Enseignement supérieur souhaite fixer un objectif de 30% d'étudiants boursiers dans les grandes écoles. Perso, je suis boursier et que ça aide un minimum d'avoir les bourses parce que déjà rien que pour vivre à Paris, rien que le prix, tout ça. Je suis pas fils d'ingénieur, fils de médecin, moi je suis fils de prof, d'une prof qui est en lycée pro et ça peut aider. C'est un peu dommage qu'on se retrouve tous entre gens qui ont un peu d'argent, quoi. C'est ça. Mais pour les grandes écoles, le sujet est délicat. À l'école normale supérieure, le système de discrimination positive instauré par Sciences Po fait débat. Nous avons accueilli de plus en plus de boursiers à l'ENS ces 3 dernières années, jusqu'à arriver au pourcentage de 16,7%, ce qui n'est pas encore suffisant. Mais nous souhaitons davantage réfléchir à nos concours plutôt que de faire des filières parallèles ou spécifiques comme l'a fait l'Institut d'études politiques de Paris. Aujourd'hui, certaines écoles sont proches du taux de 30% de boursiers voulu par la ministre. Les grandes écoles de commerce font figure de mauvais élèves avec en moyenne seulement 20% de boursiers. Nos 3 invités, donc Pierre Lifa, bonsoir. Vous êtes le délégué général de la conférence des grandes écoles, par qui vient aujourd'hui le débat, et certains même disent le scandale. Avec nous également Patrick Veil, historien et politologue, auteur notamment de La République et sa diversité. Et Ouria Kemissi, bonsoir. Vous êtes étudiante à Sciences Po, à Paris. Vous êtes en quelle année maintenant? En 5e année. Et vous avez intégré Sciences Po grâce à la filière qui avait été lancée, on s'en souvient, par son directeur Richard Descoings. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et votre ambition? Tenter l'École nationale de la magistrature. Très bien. Vous allez nous raconter votre parcours méritant, hein. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous a fait de cadeau, hein? Non, non, non. Qu'on ne vous en fait toujours pas. Non. Voilà. Et vous avez bien sûr un point de vue fort à exprimer dans ce débat qui nous occupe aujourd'hui. Pierre Lifa, d'abord, pour être parfaitement clair, dites-nous ce que refusent précisément les grandes écoles. Alors, les grandes écoles sont totalement impliquées et investies dans le fait qu'il y ait davantage de boursiers et de représentants des catégories sociales ou professionnelles, on va dire inférieures, dans les grandes écoles. Un objectif global de 30% nous paraît complètement atteignable, voire plus si nous y arrivons. Par contre, ce que nous refusons, c'est que école par école, on introduise le critère boursier non boursier dans la sélection. Chaque école
recrutent des étudiants par rapport à un projet pédagogique et ensuite un projet professionnel. Et au sein des épreuves, il y a des composantes de compétences qu'il faut évaluer de façon à avoir quelqu'un qui est agile en mathématiques sur une école qui va faire des calculs de structure. Et bon, puis, vous dites 30%, ça reste atteignable. Franchement, quand on regarde vos résultats aujourd'hui, on se dit que ça va, la route est longue, hein, comme dirait l'autre. Absolument pas. Écoutez, quand même, il y a 20% par exemple de boursiers dans les écoles d'ingénieurs, à peine plus de 10% à Polytechnique, guère plus à l'ESSEC. Nous sommes à 23% sur l'ensemble des grandes écoles aujourd'hui, sachant qu'il y a des disparités fortes. Il y a des écoles en particulier dans le milieu de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui dépassent largement les 30%. Il y en a d'autres qui sont à l'autre bout de l'échelle. Mais globalement, on est à 23%. Ce qui était le taux dans les classes préparatoires il y a 2 ans. Et naturellement, puisque le flux est aujourd'hui, d'après les chiffres de la ministre à la rentrée, 30% dans les classes prépa, bah ça va se propager. Et puis quand on a fait une classe prépa, en général, on intègre une grande école. Donc d'ici 2 ans, voire 3 ans, si on redouble, on se retrouvera à un taux qui sera voisin des 30%. Alors, vous dites en tous les cas, bien sûr, OK à l'accès des élèves, des familles, des classes inférieures, dites-vous, on va dire, défavorisées, mais vous refusez le principe de quota. Est-ce qu'on peut y arriver, Patrick Weiss, selon vous? Est-ce qu'on peut faire évoluer la situation sans quota? Écoutez, moi, j'ai proposé un système qui s'est développé dans plusieurs grands États américains. 2 d'entre eux, la Californie et le Texas, dont la population dépasse la population de la France. Et chez eux, ils ont mis un terme au système de quotas ethniques. Ils ont décidé un système qui consiste à dire que les meilleurs élèves de chaque lycée, c'est presque 10% au Texas, 2-3% en Californie, ont un droit d'accès à l'université d'État qui est sélective, qui est très sélective, qui sont très cotés. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que ce système est en place au Texas et ils évaluent beaucoup plus que chez nous les résultats matière par matière, etc. Et les résultats sont excellents. Les résultats sont excellents parce que quand vous êtes le meilleur dans votre lycée, même quand le lycée a moins de moyens, que les enfants de ces écoles travaillent à plusieurs dans la même chambre, n'ont pas les ressources que d'autres familles ont dans d'autres quartiers, d'autres villes, eh bien quand ils se retrouvent dans un autre environnement, leur potentiel explose. Et c'est ça que ça montre, si vous voulez. Et ce système-là, il pourrait s'appliquer. Non seulement pour l'entrée en prépa, mais je dirais aussi pour l'entrée dans les IEP, dans les IUT, parce que l'expérience de l'IEP de Paris est très intéressante, mais elle ne concerne qu'aujourd'hui 80 lycées dans toute la France. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui n'ont pas la chance d'appartenir au lycée avec lesquels Sciences Po a passé un accord? On leur dit, ben non, vous avez rien. Donc et il faut déjà se sentir motivé. Oui, mais si vous voulez, c'est 80 sur 2500 lycées de France. Et il faut trouver un système pour lesquels toutes les familles et tous les enfants des lycées de France se disent, moi, si je suis bon dans mon lycée, j'ai ma chance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la prise de position, là, de la conférence des grandes écoles? Est-ce que cette conférence est antisociale, comme le dit Richard Descoings? Oui, non. Je trouve que, d'abord, le critère des bourses n'est pas le meilleur. Parce que vous avez des gens qui appartiennent aux catégories sociales favorisées qui ont des bourses, et d'autres qui appartiennent aux catégories sociales défavorisées qui savent pas qu'ils ont le droit à des bourses, qui n'en ont pas. En plus, c'est pas transparent. Quand vous avez le système du Texas, vous êtes le meilleur de votre lycée. Le résultat au bac, c'est le critère. Vous savez évaluer les enfants, les gosses du lycée, ils savent qui est le meilleur au résultat au bac. Les parents peuvent évaluer, les profs aussi. Les critères de bourse, c'est l'administration de l'éducation nationale qui fournit les chiffres. C'est pas transparent. Et voyez-vous, ce qui nous manque depuis des années, c'est par exemple l'évaluation de l'impact des épreuves. On sait depuis longtemps que les épreuves de langue, par exemple, sont des épreuves extrêmement discriminantes socialement. Si quelqu'un a un énorme potentiel, il ou elle peut apprendre la langue une fois qu'elle est rentrée dans l'établissement. C'est pas la peine de sélectionner sur la base de la langue à l'entrée. Vous voyez, il y a ce genre de choses qu'on pourrait modifier si on avait des évaluations plus transparentes. Alors, un mot peut-être d'Auria, Auria Kémissi. Donc, à Sciences Po, il n'y a pas eu de quota, mais donc, cette filière privilégiée pour les élèves qui ne l'étaient pas à la base. Mais vous, donc, je le disais, vous le confirmiez, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été favorisé dans votre parcours. Non, pas du tout. J'aimerais juste préciser quelque chose. Déjà, à Sciences Po, il ne s'agit pas de quotas. Ouais. Il s'agit d'un concours aussi. C'est-à-dire qu'on entend bien souvent parler du fait que les étudiants qui rentrent à Sciences Po par convention d'éducation prioritaire ne passent pas de concours. J'aimerais juste rectifier cette petite chose-là, expliquer un peu le principe. Votre parcours a été sélectif.
a été sélectif pendant l'année de terminale, pendant l'année du bac. C'est-à-dire que nous, élèves qui avons tenté la convention d'éducation prioritaire, avons passé assez de temps, enfin beaucoup de temps même, à travailler sur l'entrée à Sciences Po, plutôt que de réviser le bac, je dirais, ou en même temps, en tout cas, voilà, ou en même temps, pendant l'année. Donc c'est ce que j'aimerais préciser. Est-ce que vous avez bénéficié néanmoins d'avantages par rapport aux autres élèves qui n'ont pas suivi votre filière? Je ne sais pas, dans les examens qu'on vous a soumis, notamment les examens de langue. Non, pas du tout. Patrick Vieille rappelait que c'était très discriminant. La seule différence qui se fait lorsqu'on rentre à Sciences Po, c'est la façon de rentrer à Sciences Po. D'accord. Il n'y a pas que la convention d'éducation prioritaire, il y a aussi les autres voies d'accès à l'école. La convention d'éducation prioritaire est une parmi d'autres. Une fois à l'intérieur, aucune différence ne se fait. Nous sommes mêlés, entre guillemets, dans les cours avec les étudiants. Nous suivons les mêmes cours, les mêmes examens. Et voilà, aucune différence ne se fait une fois à l'intérieur. Une fois que nous sommes à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on avait présenté l'initiative de Richard Descoings comme une mesure fer de lance, en quelque sorte, pour lutter contre les discriminations dans l'enseignement supérieur en France. Aujourd'hui, comment est-ce que vous entendez ce débat qui ressurgit autour des autres grandes écoles Je pense que ce n'est pas une fin en soi, entre guillemets, de favoriser plus ou moins les boursiers. Je pense quand même que c'est un début, que c'est ce qui permettra plus tard d'ouvrir encore les autres écoles, d'ouvrir. On parle souvent des élites, on parle aussi de la représentativité des élites. J'ai envie de dire que si les grandes écoles, autres que Sciences Po, ne s'ouvrent pas justement à ces élèves venus d'autres classes sociales, de classes plus défavorisées, boursiers ou non, quoi qu'on en dise, la représentativité n'existera jamais. Là, vous vous adressez à Pierre Alifa, vous lui rappelez sa responsabilité. Ma responsabilité, vous savez, la conférence des grandes écoles n'est que le regroupement des écoles et n'a pas pouvoir sur les écoles. Mais ce que je dois vous dire, c'est que les écoles ont aujourd'hui plus un problème de recrutement et de quantité de candidats que de sélection. Aujourd'hui, sur les écoles d'ingénieurs, après prépa, vous avez 2000 places vacantes. Donc, ce qu'il faut que nous travaillons, mais c'est la nation tout entière, c'est la motivation pour les jeunes d'entreprendre des études supérieures longues et difficiles, qu'elles soient à l'université ou en grande école, peu importe. Le débat, c'est former suffisamment de compétences pour que notre nation se sorte de l'économie mondiale et gagne. Mais la notion de diversité, vous n'êtes pas insensible. Elle est essentielle pour nous et on se bat pour qu'elle arrive, mais pas tout à fait de la même manière. Ce n'est pas en contraignant sur un concours à avoir un quota, donc un nombre particulier de gens avec le profil boursier non boursier. On recrute des gens en fonction de ce qu'on va leur faire faire. Moi, j'aurais du mal à accepter qu'un médecin, un chirurgien m'opère parce qu'il a été boursier ou non boursier. Je préférerais quand même qu'il soit compétent en tant que chirurgien. Et bien sûr, la construction des ponts, c'est pareil. Il faut avoir une capacité mathématique. Mais oui, mais là, vous jetez une sorte de suspicion sur les élèves boursiers, puisque vous dites globalement, ils vont faire baisser le niveau. Non, je dis simplement... Ils ne seraient pas capables d'opérer ou de construire des ponts pour les ingénieurs. Non, absolument pas. Là, c'est une interprétation. Ce que je dis, c'est que le critère boursier, non boursier, n'est pas pertinent par rapport au problème de la construction de la compétence scientifique. C'est tout. Alors, en tous les cas, vous en avez d'autres à proposer autour de cette table. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, je crois qu'il y a à peu près 200 lycées de France qui n'envoient jamais personne en classe prépa, par exemple. Parce que c'est des zones, c'est pas que les lycées des zones ZEP, c'est aussi les zones rurales. La campagne. Absolument. Oui. Et ce système texan ou californien, il a fait monter des potentiels, non seulement des zones où il y a des minorités aux États-Unis noires ou hispaniques, mais aussi des zones rurales. Parce que c'était des endroits où on n'envoyait plus les meilleurs élèves des lycées dans les meilleures universités des États. Donc il y a des potentiels dans notre pays qu'on ne valorise pas. Oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai envie de dire, comment est-ce que vous voulez encourager ces jeunes, justement, qui sont boursiers, si, par exemple, comme aujourd'hui, on a un débat sur le fait que les boursiers diminueraient le niveau des grandes écoles. Là, je crois qu'il y a une incompréhension, c'est pas du tout ce que j'ai dit, et ce que la conférence des grandes écoles a dit. Elle n'a pas dit diminuer le niveau, mais si on vous impose... Si la nature des concours d'entrée à ces grandes écoles est modifiée, justement, pour tenir compte peut-être moins de certaines compétences,
C'est valable pour tout. C'est valable pour tous les Sciences Po établissements. recrute des bons étudiants. Les grandes écoles sont avides de bons étudiants. Tout le monde en veut. Mais il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, si vous aviez ce système où disent les meilleurs élèves de chaque lycée, vous auriez les 2000 places qui vous manquent dans les classes prépa, parce que vous dites vraiment il manque 2000 personnes, mais vous les feriez monter. Vous en avez besoin. Et c'est pas par le système boursier, les gens n'y comprennent rien, c'est les meilleurs élèves de votre établissement ont un droit d'accès. Et ça pourrait permettre aussi à Sciences Po d'aller au-delà de 80 lycées et de toucher tout le pays. Donc c'est ça qu'il faut mettre en place. Vous savez, on a quand même un problème dans notre pays. Sciences Po fait une expérience qui dure depuis 10 ans, c'est qu'encore qu'une expérience. Là, on en est à mégoter sur des boursiers. Mais dans ces États qui sont aussi grands que la population française, d'une année sur l'autre, ils ont décidé que dans tout l'État, ils changeaient le système et puis après ils évaluaient. Et nous, on prend de multiples, comme si on allait détruire notre formation d'élite. Ben non, on détruit rien du tout. Si on faisait monter plus de monde à partir de tous les lycées qui n'envoient personne en prépa dans les prépas, eh ben vous pourriez toujours les sélectionner. S'ils sont pas capables de passer le concours, ils rentrent pas. Mais au moins ils ont mais au moins, je vous rassure, on ne sélectionne pas, on ne fait qu'orienter, puisque ce n'est qu'une répartition. Mais au moins ils auraient leur chance qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde diagnostique qu'il y a un manque d'information des jeunes des campagnes et de lycées qui n'ont pas l'habitude de se confronter à l'enseignement supérieur. Il faut leur dire, c'est possible, c'est accessible, c'est pas du tout une étoile inaccessible, c'est vraiment totalement possible. Et mais on se rend compte, on a rappelé les statistiques, que dans les faits, ça n'est pas le cas. Oui, mais attendez, donc les grandes écoles pas rêver sur quelque chose qui n'existe pas. Les grandes écoles ont mis en place d'abord des épreuves différentes, les fameux TIPE, travaux d'initiative personnelle de l'élève. Pourquoi? Parce que on mesure dans les autres épreuves des connaissances en mathématiques, en physique, éventuellement en langue, mais dans ces épreuves-là, c'est l'étudiant qui se choisit lui-même son sujet, travaille toute l'année, et lors des concours, présente le résultat de son travail au jury. Et ça nous permet d'avoir une autre information absolument différente sur la motivation, l'investissement de l'étudiant, et ça, c'est un gage important sur la réussite des études futures. En tous les cas, cette polémique, ce débat qui rebondit, puisqu'on entend les membres du gouvernement vous critiquer, notamment Luc Châtel, je l'avais dit, cette polémique va peut-être vous obliger à bouger un peu, non ? Écoutez, nous avons déjà bougé, puisque nous participons depuis plusieurs mois, depuis l'installation du commissariat à la diversité et à l'égalité des chances, à la mise en place de différentes mesures, dont une qui va se concrétiser, alors certes dans un nombre de lycées relativement restreint, c'est 150 environ qui vont être concernés à la fin de ce mois, ça s'appelle les 2 journées excellence et réussite, et justement qui sont là pour cibler des gens qui n'ont pas le contact avec les prépa. On fait pas ça à Louis le Grand, on fait pas ça à Henri IV. On va faire ça justement dans ce qu'on appelle les têtes de cordée de la réussite. D'accord. Voilà. Ouria, quand vous êtes arrivé à Sciences Po, est-ce que vous avez senti tout de suite une volonté d'intégration de la part des autres élèves venus des autres quartiers? Je dois dire que oui, puisque de toute façon, je dois dire, c'est vrai que quand on arrive à Sciences Po, bien sûr, chacun vient avec son passé, avec ce qu'il a derrière. Bon, c'est un fait. On arrive là, on a tous une expérience différente. Maintenant, au niveau de l'intégration des étudiants qui sont venus de zones d'éducation prioritaire... Pour vous, ça s'est passé comment? Ça s'est passé normalement, oui, tout à fait, normalement, pas plus mal ou pas... D'accord, et quand aujourd'hui vous retournez à Drancy, vous vivez toujours à Drancy, on vous regarde comment, comme un exemple à suivre? On ne veut pas vous faire porter une responsabilité trop grosse non plus, mais... Peut-être, il faudrait demander. Mais en tout cas, j'espère que ça encourage quand même certains jeunes à se lancer dedans. Voilà, on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos études. Merci à tous. On vous montre le résultat de notre sondage avec notre partenaire nouvelobs.com. On a posé la question, est-ce que vous êtes favorable à des quotas de boursiers dans les grandes écoles? Eh bien, vous êtes majoritairement sur le non, à 47%, vous le voyez, donc c'est très partagé. Oui, 45%, vous voyez, monsieur Alifa, vous avez quand même convaincu, avec vos arguments. Je ne sais pas si c'est moi. C'est en partie vous, sans doute quand même. Merci. La suite du 18h maintenant, séquence décodage, la taxe carbone, nouvelle mouture.
Nicolas Sarkozy l'a donc redit ce matin lors du Conseil des ministres. Il a dit tout le bien qu'il pensait de la taxe carbone pour changer les comportements, dont la nouvelle mouture donc sera présentée le 20 janvier. Jean-Louis Borloo engagera ensuite des discussions avec toutes les parties concernées, notamment bien sûr et en premier lieu les industriels les plus polluants qu'il convient d'intégrer selon la volonté du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État d'ailleurs a épinglé les sages ce matin. Il s'est montré agacé selon certains témoins. La nouvelle contribution carbone n'entrera en vigueur que le 1er juillet, c'est-à-dire bien après les élections régionales, comme c'était prévu. Invité du 18h, Michel Tally, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste et auteur pour l'Institut de l'entreprise du rapport « Quelle taxe carbone pour la France ?» Les gros pollueurs donc étaient épargnés. Est-ce que cette anomalie méritait d'être effectivement corrigée ? Alors, ça dépend du moment. C'est-à-dire que nous avions tous commis la même erreur d'appréciation, en fait. C'est que on a commis l'erreur de regarder ce qui se passerait en régime de croisière. C'est-à-dire qu'en régime de croisière, le système européen des quotas est un système qui va être assez dur pour ces gros émetteurs et va les obliger à réduire leurs émissions. Et en attendant voilà, 2013. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel nous rappelle assez durement à une réalité, c'est que pour commencer tout doucement, l'Europe a donné des quotas gratuits et assez abondants, qui se sont révélés d'autant plus abondants qu'il y a eu la crise et que donc forcément les émetteurs avaient besoin de moins de quotas. Et donc le Conseil constitutionnel dit, mais attendez, il y a un problème. Vous mettez une taxe carbone aux particuliers et aux petits émetteurs industriels et activités. Et pas les gros, alors. Et pas les gros. C'est logique, donc vous comprenez. Il y a rupture d'égalité, et il dit, puisque votre finalité, c'est de faire réduire les émissions de carbone, je constate que les modalités que vous avez choisies n'y aboutissent pas, et donc j'annule tout. Est-ce que vous chiffrez, vous, le coût de la nouvelle mouture qui va être annoncée pour les grosses entreprises polluantes, Parce que stricto sensu, si on respecte le texte, ça pourrait coûter plus de 2 milliards d'euros à ces entreprises. Oui, c'est un chiffre qui vous fait peur. De toute façon, 2 milliards d'euros dans un compte d'exploitation de toutes ces entreprises-là, je suppose que ça peut pas rentrer sans problème de compétitivité et de concurrence, puisque leurs concurrents étrangers, eux, n'ont pas cette contrainte. Donc, je pense qu'effectivement, 2 milliards d'euros, c'est pas possible. Alors, cela dit, le Conseil constitutionnel n'a jamais dit qu'il fallait les taxer au même taux que les autres. Ce qu'il reproche, c'est qu'on les ait complètement exonérés. Donc il est probable, et Madame Lagarde l'a déjà dit... Elle le dit d'ailleurs dans les Échos ce matin. Elle a déjà dit, il y aura des taux réduits et il y aura des systèmes probablement aussi de subventions pour les aider à faire des économies d'émissions de carbone. Donc il y aura un taux variable pour les entreprises en fonction, dit-elle, de leur exposition internationale. Est-ce qu'on ne va pas encore là créer une usine à gaz qui ne serait pas polluante? Une usine à gaz, les impôts, sur ce sujet-là, ça s'impose. Mais je pense qu'il faudra le faire par catégorie. C'est-à-dire pas entreprise par entreprise, mais par exemple les cimentiers d'un côté, les industriels du papier de l'autre, ceux de la production d'énergie, ça va être par grands secteurs industriels qu'elle va le faire, je pense. Bon, la taxe carbone, vous pensez qu'elle aura un effet dissuasif sur les entreprises autant que sur les consommateurs particuliers, ou est-ce que ce sont d'abord les consommateurs particuliers qu'il faut sensibiliser? Je pense que les industriels sont récompensés de leurs efforts d'économie déjà par l'effet sur leur compte d'exploitation. C'est-à-dire que si le pétrole devient très très cher, les industriels seront incités à économiser l'énergie simplement par l'économie financière qu'ils vont faire. Pour les particuliers, c'est un peu moins vrai parce que les particuliers, moins que les entreprises, peuvent arbitrer un investissement, c'est-à-dire une sortie d'argent immédiate, contre des gains futurs. Donc pour les particuliers, la taxe a un effet, je pense, essentiellement psychologique. C'est un énorme moyen de communication pour faire comprendre aux gens que le monde a changé et qu'il faut faire quelque chose. Officiellement, le MODEF s'était lamenté de l'échec du sommet de Copenhague. Finalement, les grosses entreprises, et notamment les gros pollueurs, n'y trouvent-elles pas des motifs de réjouissance ? Alors, si on pense que l'Europe va continuer ce qu'elle fait, c'est-à-dire durcir son système de quotas, et que les pays européens, petit à petit, vont vraiment s'engager dans une politique de réduction d'émissions de CO2, les industriels européens ont intérêt à ce que les autres soient soumis à la même contrainte. Donc je pense que pour les industriels européens, l'échec ou le quasi-échec de Copenhague n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'ils peuvent anticiper que les Européens vont quand même continuer sur cette voie, et ils auraient intérêt à ce que les autres soient soumis à la même contrainte. Est-ce que les entreprises ont des propositions à faire pour lutter contre la pollution et le réchauffement de la planète? Alors, je pense qu'une
une confédération comme le MEDEF, qui représente tous les industriels, a beaucoup de mal à élaborer des positions sur quelque chose où ces différents adhérents ont des intérêts très divergents. Donc, on l'a bien vu par exemple depuis 30 ans avec le problème de taxe professionnelle. Chaque fois que le MEDEF est confronté à un sujet où tous ses adhérents ont des vues très divergentes, il lui est difficile d'avoir une position. Mais je me demandais si les entreprises pouvaient faire des propositions concrètes ou est-ce qu'elles misent uniquement sur les avancées technologiques. L'industrie verte, comme l'on dit. Je pense que, industrie par industrie, il y a des solutions. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de ça, je suis un fiscaliste, hein, donc moi je vois ça par l'autre bout de la lorgnette. Mais je pense que, industrie par industrie, il y a sûrement des solutions. Et que, en fait, comme tout agent, il bouge quand la contrainte devient forte, quoi, c'est tout. Très bien, Michel Tally, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La suite de notre session d'information sur Public Sénat. Dans un instant, on va retrouver Hélène Risser pour Déshabillons-les, les hommes politiques sur le divan. Et puis, je vous le rappelle, un nouvel épisode de Conversation d'avenir. Ce sera à 19h15. Bonsoir.